Bonjour, alors dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la synthèse de l'aspirine, pardon, que nous avons effectuée dans le cadre du chapitre. On s'intéresse sur les stratégies de synthèse en chimie organique et également sur la protection de fonction, même si c'est pas le thème de ce TP. Donc on va discuter un peu des choix qui ont été faits sur ce TP. Donc je vais vous demander de réfléchir à chaque fois que je vais vous poser une question pour comprendre la pertinence de nos choix et l'intérêt de nos choix. Et aussi revoir un petit peu en même temps, ça nous prépare pour les ECE, les consignes de sécurité à respecter et les choses qu'il faut faire pour qu'un protocole fonctionne. Donc dans le cas de la synthèse de l'aspirine, on a fait réagir de l'anhydride éthanoïque ou acétique avec de l'acide salicylique et on souhaite obtenir de l'acide acétylsalicylique, aussi appelé aspirine, plus de l'acide éthanoïque ou acétique. Ce qui va nous apporter, donc, c'est l'acide salicylique et l'acide acétylsalicylique qui est produit, qui est l'aspirine. Précisément la molécule active qu'on appelle aspirine. Donc d'abord, il a fallu effectuer une pesée. Donc on a d'abord bien sûr taré notre balance avec la coupelle qui va servir à recevoir l'acide salicylique qui est sous forme solide. On remarquera ici que les élèves, lorsqu'on a pris cette photo, n'avaient pas très rigoureusement travaillé, dans le sens où on voit que sur la coupelle, il y a des traces encore du solide du prélèvement précédent, ce qui implique une petite erreur sur la masse. On va dire que c'est pas grand chose, mais pas grand chose, ça reste trop en chimie. Donc il faut s'assurer que la coupelle soit sèche et propre. Donc la masse obtenue était de 5,5 grammes, ce qui a été relativement facile à faire. On a une balance au dixième, au centième sur la tête était plus compliqué. Et donc tous les groupes ont bien sûr réussi à le faire, ce qui les a rendus très heureux. Mlle Klipfel et M. Gandar ont été très satisfaits de leur manip. Donc ensuite, ce volume cette masse de solide, ici, il a fallu la transvaser dans un Erlenmeyer qui contenait déjà l'anhydride éthanoïque. Alors pourquoi avons-nous procédé ainsi? On a préféré placer l'anhydride éthanoïque dans l'Erlenmeyer directement, pour que les élèves n'aient pas à le faire, simplement pour aller plus vite pendant le TP, car c'est une solution qui est relativement dangereuse et pas forcément facile à manipuler. Donc tout ça se fait sous haute pour éviter que certaines petites choses arrivent jusqu'à vos narines. On a également ajouté de l'acide sulfurique, 3 gouttes. Donc la question qu'on pourrait se poser, pourquoi ajouter de l'acide sulfurique vu qu'on a déjà mis les deux réactifs nécessaires pour synthétiser l'aspirine? Et là, vous devez tout de suite trouver la réponse qui est simplement que l'acide sulfurique va jouer le rôle de catalyseur. Donc catalyseur, c'est une espèce qui permet d'augmenter la cinétique ou d'accélérer la transformation, si vous préférez. Ensuite, on a placé l'ensemble sur un agitateur magnétique chauffant, donc qui va permettre l'agitation du mélange réactionnel grâce à un petit barreau aimanté blanc qu'on va ajouter à l'intérieur. On va voir une petite précision là-dessus. Et on a ajouté aussi un réfrigérant à air. Donc c'est un long tube en verre simplement, assez fin, enfin assez étroit, qu'on ajoute sur le bouchon, que j'ai schématisé ici, et qui va permettre aux éventuelles vapeurs qui se formeraient d'être condensées, liquéfiées et de retomber dans le milieu réactionnel. Alors bien évidemment, il faut s'assurer de plusieurs choses pour être sûr que le chauffage se fasse correctement et que le mélange se fasse également correctement. Il faut que pour avoir plus de 50 degrés, enfin nous à plus de 50 degrés dans le cristallisoire qui permet d'obtenir le bain-marie pour l'Erlenmeyer, simplement d'appuyer sur le bouton pour allumer. Parce que ceux qui ne l'ont pas fait, vous êtes plusieurs, vous étiez un petit peu embêtés, et pour chauffer et pour agiter. Donc il faut d'abord appuyer sur ce bouton là pour que ça chauffe, ensuite on peut régler la température. Sinon on peut toucher ce qu'on veut ici, ça ne se passera rien. Et même chose à droite. Si on n'appuie pas sur le petit bouton vert, le turbulent ou barreau aimanté ne va pas se mettre à tourner. Donc si ça vous arrive en ECE, on se détend, c'est pas dramatique. Le prof qui passera vous voir vous posera sûrement une question du genre êtes-vous sûr que vous avez correctement allumé ou mis en place tout votre matériel, et il vous suffira de regarder si effectivement vous avez allumé. C'est une erreur qui arrive parfois, mais qui n'est pas dramatique du tout. Vous ne perdrez pas de points si le prof n'a pas besoin lui-même d'appuyer sur le bouton. Donc ensuite, comme je le disais, on place l'agitateur dans l'Erlenmeyer et pas dans le cristallisoire. Parce que si on le place dans le cristallisoire, il va être un petit peu loin du milieu réactionnel qui est là.
il va s'amuser, gigoter à côté, ça fait un peu de bruit, mais ça ne mélange pas. Donc ce n'est pas du tout utile. Par contre, si vous le placez dans le cristallisoire, dans l'Erlenmeyer, pardon, l'agitation va permettre à la partie solide et la partie liquide de se rencontrer et d'augmenter ainsi la cinétique de notre réaction. Étape suivante. Une fois que la réaction est terminée, alors la question pourrait se poser, comment savoir que la réaction est terminée? Si on réfléchit bien, on a deux réactifs. Un réactif qui est un liquide transparent. Donc si à la fin on obtient un liquide transparent, on n'aura pas d'information. Et le deuxième réactif est un solide blanc. Donc il suffit de se dire simplement que si le solide blanc est le réactif limitant, ce qui est le cas chez nous, la disparition complète du solide blanc nous permettra d'être certain que la réaction est terminée. Donc quand ce sera le cas, on sort l'Erlenmeyer de son cristallisoire, on le place dans un bain d'eau et de glace, en ayant ajouté préalablement de l'eau glacée dans l'Erlenmeyer et en s'amusant à gratter avec cette baguette en verre sur les parois de l'Erlenmeyer. Donc au départ, on a une solution qui est incolore, transparente, qui contient le solide qu'on a formé, mais celui-ci ne s'est pas cristallisé, car il faut diminuer la température pour qu'il cristallise. Et pour aider la cristallisation, on va frotter avec une baguette de verre sur les parois, et les sites que l'on crée vont permettre aux premiers cristaux de se former, et on lance ainsi la cristallisation. Donc à nouveau, pas la peine d'y aller comme des bourrins sur les parois, comme certains l'ont fait, jusqu'à casser l'Erlenmeyer. Il suffit juste de gratouiller gentiment pendant quelques minutes. Puis une fois que c'est fait, il faut séparer quand même la partie solide de la partie liquide. Et on appelle ça une filtration. La filtration classique, vous connaissez. Nous, on s'intéresse à une filtration où on crée une dépression dans l'entonnoir qui se trouve sous le filtre. Donc c'est une filtration sur Büchner. Donc on a un moteur qu'on allume, voilà, qui va aspirer simplement l'air. On ouvre le robinet ici, après avoir allumé le moteur. Donc on va avoir une dépression dans l'entonnoir, dans l'Erlenmeyer qui se trouve en bas, et en ajoutant la solution, donc le liquide va être aspiré plus rapidement que si on entendait simplement une filtration à l'air libre. Donc à noter quand même que lorsque la filtration est terminée, il faut d'abord couper le vide, casser le vide, et ensuite seulement couper le moteur pour éviter d'avoir un retour de liquide. Dernière étape technique, une fois qu'on a filtré et en même temps lavé le solide, donc lavé, rincé en ajoutant de l'eau lors de la filtration à plusieurs reprises, on va le sécher, donc d'abord sur un papier filtre, donc en tamponnant avec du papier filtre, et ensuite on peut mettre à l'étui à 80 degrés en l'occurrence, pendant une durée suffisamment longue pour faire évaporer tous les solvants ou l'eau qui devrait rester. Donc en supposant qu'il reste pratiquement que de l'eau et qu'on a enlevé le réactif en excès, l'anhydride éthanoïque et l'acide acétique, vinaigre, qui s'est formé pendant la transformation. L'objectif de ce TP à la fin, c'était aussi de calculer un rendement. Donc on a nos espèces. Alors le rendement, d'une manière théorique, c'est la quantité de matière qui est obtenue sur la quantité de matière théoriquement qu'on a pu obtenir théoriquement à la fin. Donc comment on calcule ces quantités de matière théoriques? Si on regarde ici, on a une réaction mol à mol, ce qui veut dire que lorsqu'on utilise une molécule d'anhydride éthanoïque avec une molécule d'acide salicylique, on obtient une molécule d'acide acétylsalicylique. Donc, ça veut dire que si on utilise 100 molécules, on devrait pouvoir obtenir 100 molécules d'acide acétylsalicylique. Ça, c'est le cas où la réaction est totale. Donc déjà, on n'est pas sûr que cette réaction soit totale, on ne l'a pas étudiée théoriquement. Et en plus, il y a souvent des pertes. Vous l'avez bien vu quand on va passer d'un récipient à un autre. Lorsque l'on va sécher, filtrer, on va perdre un petit peu de produit. Donc ici, on n'aura jamais 100 molécules. Si on avait au départ 100 molécules d'acide salicylique, on en aura moins. 90, 80, je ne sais pas, on en aura moins. Donc ce qu'on appelle la quantité de matière théorique, c'est la quantité de matière qu'on aurait obtenue si la réaction était totale. Donc on avait utilisé tout le réactif limitant et qu'on n'avait rien perdu pendant une transformation. Donc si au départ on a 8 moles d'acide salicylique, imaginons que ce soit le cas, on aura 8 moles comme quantité de matière théorique. La quantité de matière obtenue, c'est celle qu'on a réellement obtenue ici. Pratiquement, donc en fait on a fait un anneau solide, sec. Après le passage à l'étuve, on le pèse, on obtient sa masse, et on calcule sa quantité de matière que l'on place ici. Et si vous avez fait correctement votre travail, vous avez un rendement qui est bien sûr inférieur à 1. Alors ceux qui ont obtenu un rendement supérieur à 1
on l'a dit en classe, c'est juste parce que votre quantité de matière obtenue est supérieure à la quantité de matière qu'on aurait pu avoir en théorie si le réactif limitant avait été entièrement consommé et pas perdu pendant les différentes étapes de la manipulation. Car cette quantité de matière obtenue est la quantité de matière de produit formé, plus certainement le second produit formé qui reste un petit peu, plus de l'eau car on a lavé à plusieurs reprises notre solide, et ça, on espère que non, de l'anhydride éthanoïque, mais on va supposer qu'il n'y en avait pas du tout. Voilà. Donc si vous avez un rendement supérieur à 1, ce qui serait bien, c'est au moins de savoir interpréter pourquoi vous vous êtes trompé. C'est important. Pas juste dire c'est supérieur à 1, je me suis trompé, voilà. C'est toujours essayer d'interpréter les choses. Au moins essayer, même si on n'arrive pas à un résultat complet. Voilà. À bientôt.